article court mais lourd. Cet article 4 dit « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause dans l'environnement, virgule, dans les conditions définies par la loi. » Donc, je répète bien, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages. Doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause dans l'environnement. Alors, avant de voir qu'est-ce que c'est que contribuer à la réparation de dommages, on remarquera toujours cette phrase problématique dans une constitution, cette partie de phrase, généralement située après une virgule, qui est dans les conditions définies par la loi. Et ce qui oblige le citoyen avisé, et le citoyen qui s'intéresse à la Constitution, d'aller vérifier si les conditions que seront édictées la loi. Alors, attention, la loi et le règlement, hein, là c'est un terme générique, on verra si on doit le concevoir comme un terme générique ou si on doit le limiter à l'acception précisément constitutionnelle de la loi, c'est-à-dire que la loi, ça n'est pas le règlement. On verra ce débat tout à l'heure. Donc, le citoyen avisé doit vérifier si les conditions édictées par la loi d'en dessous, c'est-à-dire en dessous de la Constitution, ne contredisent pas le principe énoncé par l'article 4, parce que l'article 4 énonce un principe, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. C'est très exactement l'expression d'un principe. Donc, vérifier si la loi qui est en dessous, c'est-à-dire grosso modo tout ce qu'il y a dans le Code de l'environnement, c'est compatible avec cet article 4. Si ça ne le contredit pas, ou, disons plus subtil, si les lois qui sont les dispositions qu'on va trouver dans le Code de l'environnement n'autorisent pas une dérogation à ce principe. Voilà, donc, poser les chantiers critiques de l'observateur avisé. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Code de l'environnement? Alors, avant de voir ce que dit le Code de l'environnement, pour qu'un principe constitutionnel puisse clairement s'opposer à une loi ou un règlement qui sera ensuite édicté, il faut bien entendu, et ça c'est une précaution qu'on a toujours soulignée ici au CRC, c'est qu'il faut que le principe énoncé soit clair. Parce que si le principe énoncé n'est pas clair, ben, la loi pourra toujours dire, ben, moi, ce que je dis, je suis pas en désaccord avec la Constitution. Voilà, donc on voit déjà l'ampleur du chantier qui nous attend. Alors, que dit le Code de l'environnement? Alors, on va trouver essentiellement dans le titre premier, les principes généraux, les articles L110.1 à L110.7, et on verra aussi ce qu'il y a dans un deuxième bloc, dans un deuxième train législatif, que je n'ai pas sous les yeux, que je vous donnerai plus tard. Alors, donc, le Code de l'environnement, dans l'article 110.1, comprend essentiellement trois grandes prescriptions. Premièrement, les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants, la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Bon, alors, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que la loi issue de la charte de l'environnement répète bien que tous ces écosystèmes, c'est le patrimoine commun de la nation. On avait vu de l'être humain, mais non, c'est de la nation. Voilà. Donc, l'option anthropocentrée est vérifiée, confirmée. Ce n'est pas le patrimoine des animaux, c'est le patrimoine des hommes et c'est le patrimoine de la nation.
Alors, les processus biologiques, les sols, la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par des biodiversités, donc là, on nous explique ce que c'est que la biodiversité, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, la diversité des écosystèmes, ainsi que les interactions entre les organismes vivants. Alors, c'est ni plus ni moins ça que la définition de l'écologie. La définition de l'écologie, c'est l'étude des lieux et conditions d'existence des êtres vivants et l'étude des relations qu'ils établissent avec leur environnement. Alors, le deuxième chapitre de cet article très important, article L110.1 du Code de l'environnement, dit que leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion des écosystèmes, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent, toujours les écosystèmes, sont décrétés d'intérêt général. Et concourent, alors ça, ça sort de la loi et pas de la Constitution, ça concourt à l'objectif du développement durable. Voilà. Bon. Qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité de générations futures. On connaît la rhétorique. Alors, ça se décline principalement dans deux principes. Le principe de précaution. Alors là, on anticipe sur l'article 5 qui va suivre. Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. C'est dit de façon très alambiquée pour dire qu'il faut faire attention lorsqu'on fait quelque chose. Mais là, on a une introduction tout à fait nouvelle parce qu'on ajoute à un coût économiquement acceptable. Bon. Et cette affaire de coût économiquement acceptable ne figure absolument pas dans la Constitution. Donc c'est la loi qui va introduire cette histoire de coût économiquement acceptable. Deuxièmement, le principe d'action préventive et de correction. Alors bon, je lis ce qui est écrit dans la loi. Par priorité à la source, des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Donc ça revient ici. Ce principe implique alors d'éviter les atteintes. Cette fois, on n'est plus dans on doit réparer ce qu'on a dégradé. On doit éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'il fournit. À défaut, c'est-à-dire si on ne peut pas éviter les atteintes, il faut qu'on en réduise la portée. Enfin, et en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites. Vous voyez dans quel recoin on s'enfonce, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Alors, bon, il faut relire cette phrase parce qu'elle est quand même... D'abord, elle est en figurique, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais elle définit un mode de rédaction qu'on va retrouver en permanence dans toute la législation environnementale. Donc, ce principe implique, je saute ce qu'il y avait entre, ce principe implique de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Enfin, de mon point de vue, ça ne veut strictement rien dire, à moins qu'on m'explique ce que ça veut dire. Ou qu'on me dise que c'est tout simplement une définition de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'on va dire que oui ou non, les espèces qui ont, c'est-à-dire probablement un comité d'experts, là on est très loin de la loi, on est dans la technocratie, va décider que les espèces, les habitats naturels, que les fonctions écologiques sont affectées ou plus ou moins affectées. Et donc, on va voir s'il y a lieu de compenser ou pas. Alors, troisièmement, ça c'était les deux premiers principes les plus importants, le principe pollueur-payeur.
selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte contre ces types doivent être supportés par le pollueur. Le fameux principe pollueur-payeur qui est donc issu de la Charte de l'environnement, de cet article 4, mais qui ne va pas de soi. C'est tout ce que, disons, mon raisonnement, c'est d'essayer de montrer, je pense que je le démontre même, que c'est la loi qui crée le principe à la place de la Constitution. Et que ce n'est pas une loi, que c'est un règlement. On va y venir. Quatrièmement, le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Bon, ça c'est la big data, enfin, non, plutôt c'est l'open data, ça c'est très bien. Cinquièmement, le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement, dans les conditions lui permettant de formuler ces observations qui sont prises en considération par l'autorité compétente. Ça, c'est la petite pincée de citoyenneté. Sixièmement, le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels et aménagés. Ça, c'est une redite de la phrase amphigourique de tout à l'heure. Septièmement, le principe de l'utilisation durable selon laquelle la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité. Huitièmement, le agricole, aquacole et forestière sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée. Et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interaction écosystémique garantissant d'une part la préservation des continuités écologiques et d'autre part des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. Neuvièmement, j'ai terminé, le principe de non-régression selon lequel la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires, voilà, on note bien dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. Alors, rappel, disposition législative, c'est une loi qui est votée par l'Assemblée nationale. Disposition réglementaire, c'est un règlement qui va être édicté par une instance administrative. Ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Alors, voilà, et on termine par le troisième point, qui est l'objectif de développement durable tel qu'indiqué, tel qu'on vient de dire dans le chapitre précédent, est recherché de façon concomitante et cohérente grâce aux 5 engagements suivants. Alors, les 5 engagements suivants, c'est la lutte contre le changement climatique, ça n'apparaît absolument pas dans la Constitution, la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources, ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent. Troisièmement, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Quatrièmement, l'épanouissement de tous les êtres humains. Voilà. Cinquièmement, la transition vers l'économie circulaire. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que cet article 110.1 du Code de l'environnement qui donne le ton à toute la législation environnementale de la France, pose lui-même des principes qui sont ex nihilo si on les rattache à la Charte de l'environnement qui doit constituer la clé de voûte de toute la législation qu'il y a là-dessous. Alors, on va revenir à ce que nous dit l'article 4. L'article 4 nous dit « doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement ». Et on constate que tout cela, en fait, tout ce qu'on vient de dire, ignore le droit pénal. C'est-à-dire qu'on nous dit, avec une solennité constitutionnelle, que tout individu doit contribuer à la réparation des dommages qu'il cause, mais on ne parle pas d'incrimination. Incrimination en termes juridiques, c'est édicter des textes qui vont pénaliser une certaine conduite. Donc, contrairement à ce qu'on croit généralement, lorsqu'on lit rapidement la Charte de l'environnement, cet article 4
ne, ne crée pas d'infraction, ne crée pas de notion d'infraction. En termes juridiques, c'est ce que j'appelle l'incrimination. Voilà. Alors donc, ça pose la question de la charte face au droit pénal. Le droit pénal qui est garant des droits et devoirs, qui devrait être garant des droits et devoirs proclamés par la charte constitutionnelle de l'environnement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'inscription de l'environnement parmi des normes à valeur constitutionnelle, ça manifeste tout au plus une volonté de garantir plus efficacement le respect des règles, assurant la protection de l'environnement. C'est une volonté politique, clairement politique, qui a été affirmée dans les différents discours qui ont annoncé l'adoption de cette charte, qui a été ensuite adossée à la Constitution, mais elle qui se double d'une volonté et d'une portée juridique. Ben, la réponse est non. Parce qu'en l'absence de toute disposition pénale dans la charte de l'environnement elle-même, la question de l'effectivité du texte constitutionnel, elle se pose si on regarde le droit pénal de l'environnement, et qu'on regarde quelles sont les sanctions qui sont inscrites dans ce droit pénal. Alors, les sanctions, mais il n'y en a pas. Et il n'y a pas de sanctions pénales au sens de leur inscription dans le droit pénal. Il y a simplement des sanctions qui sont inscrites dans le code de l'environnement. Et ce sont des sanctions, alors je vais vous épargner, bon, j'ai fait un topo très complet sur l'essentiel des sanctions édictées par le code de l'environnement. On a tout d'abord un premier train de sanctions qui vont des articles L 173.1 à 173.13. Bon, vous aurez le texte complet. Et un deuxième train de sanctions qui va des articles L 411.1 à L 438. Bon. Et comme on a pas le temps de les éplucher par le détail, je me contenterai de remarquer que toutes ces sanctions sont des sanctions qui interdisent et qui prévoient des pénalités, généralement des pénalités d'ordre financier, pas très élevées d'ailleurs, lorsque il y a une dérogation par rapport à une interdiction, par rapport à une obligation administrative. Donc, tous ces articles du Code de l'environnement listent les autorisations qu'il faut demander pour faire telle ou telle chose. Ce sont des autorisations administratives qui ne découlent absolument pas de la loi, et qui découlent généralement d'un comité d'experts. Et donc, les sanctions sont prévues si on ne respecte pas. Alors, je vous donne, voilà, juste un petit exemple. Alors, premier train, le train 173.1, 173.13. Alors, le premier article, ça donne un exemple, L 173.1, est puni de 75 000 € d'amende le fait sans l'autorisation, sans avoir enregistré, sans avoir reçu l'agrément, sans homologation ou sans certification mentionné aux articles exigé pour un acte, une activité, une opération ou une installation ou un ouvrage de commettre cet acte ou exercer cette activité, conduire ou effectuer cette opération, exploiter cette installation ou cet ouvrage, mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. C'est un petit peu comme le code de la route qui vous dit vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et lorsqu'on fait une infraction au code de la route, on est condamné parce qu'on n'a pas respecté. Voilà. Bon. Donc, on n'a absolument aucun principe. Disons que toutes ces autorisations, ces agréments pour construire une usine à tel endroit ou pour installer un dispositif technologique à tel endroit,
les autorisations, les interdictions ou les limitations ne sont pas basées sur des principes législatifs, ils émanent de normes édictées par des comités d'experts. Donc, on est tout à fait en dehors du champ législatif, on est de plein pied dans le champ réglementaire qui échappe totalement, qui échappe d'une part à tout contrôle, puisque il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, par exemple, n'est pas fondé à porter des jugements sur le règlement. Or, le règlement, c'est 90% des règles coercitives. Le législatif, ça n'est que 10% des règles coercitives. Donc, toute la réglementation, disons, toutes les règles coercitives, toutes les obligations qui sont des obligations de se soumettre à des normes qui peuvent être changeantes, échappent à tout contrôle. Alors, on sait déjà que le Conseil constitutionnel, c'est un contrôle que nous contestons très fortement, qui a une qualité et qui ne nous paraît pas suffisante, en tout cas, on peut le dire comme ça, mais qui contrôle les décisions relevant du règlement? Absolument personne. Donc, toute la législation coercitive, toutes les contraintes coercitives concernant le règlement émanent de la technocratie uniquement. Donc, pour ce qui concerne cet article 4, la conclusion, c'est que je propose, c'est un veto pour absence de protection pénale. Alors, protection pénale, c'est le terme juridiquement consacré. Cela veut dire que le code pénal ne protège pas ce que dit l'article 4. Et puis, disons, une accusation d'inconstitutionnalité du chapitre 2 de l'article 110.1 du Code de l'environnement. Alors là, c'est pas, disons, c'est pas une notation de la charte de l'environnement elle-même, mais on a été habitué à regarder ce que donnait la déclinaison dans la loi des principes constitutionnels, et c'est la raison pour laquelle il m'a paru évident et nécessaire de regarder quelle pouvait être la déclinaison de l'article 4 de la Charte de l'environnement dans le Code de l'environnement et dans l'article 110.1 du Code de l'environnement, et on constate que il est notoirement inconstitutionnel puisque, notamment, il introduit la notion de économiquement acceptable. Hein. Cela veut dire qu'il ôte pratiquement toute valeur à l'article 4, puisqu'on doit contribuer à la réparation des dommages qu'on cause à l'environnement, mais on peut causer des dommages à l'environnement à un coût acceptable. Voilà. Qui détermine le coût acceptable? C'est indiqué nulle part non plus. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est très très important de faire dans le cadre de l'environnement cette interaction entre ce qui est dit dans la charte de l'environnement et ce qui découle ensuite de la loi ordinaire. Voilà. Bon, pour rappeler que je vous ferai passer le texte complet que j'ai rédigé à propos de cet article. Là, j'ai fait un petit résumé. Donc, j'étudie assez en détail, alors, pas les 2000 articles du Code de l'environnement, mais tous ceux qui me paraissent ils ont allé dans le sens de notre propos. Alors, je voudrais
resserrer mon propos pour essayer de synthétiser sur la chose importante. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Alors, premièrement, on ne parle absolument pas de pénalisation. Hein. On dit on va réparer, on ne dit pas on va condamner quelqu'un qui a fait des dommages. Ça, c'est le premier point extrêmement important. La charte n'édicte absolument, ne donne aucune piste pour pouvoir faire une protection juridique, disons, de l'environnement. Ça n'est absolument pas un premier pas vers la protection juridique de l'environnement, c'est une ouverture vers la notion de réparation de dommages. Bon. La réparation de dommages, faute d'avoir des éclaircissements à l'intérieur même de la Constitution, eh bien, voilà ce que ça donne dans le fameux article 110.1, hein, c'est le principe d'action préventive et de correction. Correction, ça veut dire réparer. Des atteintes à l'environnement. Il faut utiliser les meilleures techniques disponibles pour réparer. Alors, pour réparer, comment vous faites? Toute personne doit contribuer à la réparation. Alors, l'industriel va dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, on lui dit, lisez le code de l'environnement. Le code de l'environnement vous dit, mais voilà, vous devez réparer les dommages que vous faites en utilisant les meilleures techniques disponibles que vous avez à votre disposition à un coût économiquement acceptable. Si vraiment c'est trop cher de réparer, vous allez être dispensé de réparer. Bon. On vous dit aussi que vous devez éviter les atteintes à la biodiversité quand vous construisez votre usine. Hein, et que à défaut, que ça veut dire que si vous ne pouvez pas éviter les atteintes à la biodiversité avec votre usine, hein, on vous demande s'il vous plaît d'en réduire la portée. Et puis si vous ne pouvez ni éviter les atteintes à la biodiversité avec votre usine, si vous ne pouvez pas en réduire la portée, eh bien, on vous demande de réfléchir à comment vous pouvez compenser les atteintes, ces atteintes qui ont pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, en regardant les habitats naturels, et voilà. Et tout ça a un coût économiquement acceptable. Bon, c'est réellement se fiche de la tête, disons, du citoyen qui a envie de respecter l'environnement, et c'est être tout simplement au service et à la botte de l'industrie croissanciste. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, dernière chose, cette réparation qui est ensuite traduite, on le voit un petit peu plus loin, en pollueur-payeur. Pollueur-payeur, c'est cette fameuse notion qui a été médiatisée, tout ça. Bon. Alors, là, le pollueur-payeur, contrairement à ce qu'on croit, quand on regarde bien comment ça se passe dans la loi, c'est pas du tout la réparation des dommages. Hein, c'est on paye à la place. Exemple, les bons carbone. Alors, bon, on ne va pas faire un débat sur le réchauffement climatique, mais admettons que le réchauffement climatique existe, admettons que ce soit très mauvais, etc., etc. Eh bien, la loi pour contrer le réchauffement climatique, la loi pollueur-payeur, elle établit les bons carbone, c'est-à-dire celui qui achète des bons à un pays d'Afrique, là où on ne pollue pas, il va pouvoir polluer 3 fois plus. Voilà. Donc, le pollueur-payeur, ça n'est pas un pollueur qui arrête de polluer, c'est un pollueur qui compense sa pollution avec du pognon. Non, il ne s'agit pas de prévoir une échelle de sanctions précise. Bon. Il s'agit de dire, parce que là, c'est une charte, hein, c'est une charte de défense, une charte qui est là pour interdire de faire un certain nombre de choses. Non. Alors, il y a des exemples, c'est la Constitution espagnole. Alors, effectivement, puisque je rajouterai dans le document d'étude que je voudrais faire venir, je vais rajouter les exemples de constitutions qui ont introduit la protection pénale dans la formulation de leur charte de l'environnement.
Et donc, il ne s'agit pas effectivement d'introduire des mesures pénales précises, mais il s'agit de dire, contrairement à ce que dit l'article 4, que on ne doit pas contribuer à la réparation, c'est qu'on doit subir les conséquences pénales de l'infraction à des principes précis, que ce soit dit dans la Constitution, c'est tout. Voilà. C'est ça que j'appelle introduire une protection pénale, c'est-à-dire qui va permettre au code pénal, lui, d'édicter des sanctions, hein, puisque le code pénal il est très précis, hein, il dit voilà, vous faites ça, ça coûte tant, voilà, les circonstances atténuantes ou pas, il y a intentionnalité. Bon. Mais il s'appuie sur des choses que la Constitution lui permet. Or là, le code pénal, il arrivait parce qu'il n'a pas de. Il ne trouve rien dans la Constitution qui lui dise qu'il y a une incrimination de ce qui est énoncé. Voilà. C'est par rapport à cette affaire pénale. Alors, ça fait l'objet d'une pas mal d'études, de réflexions de juristes, justement, notamment de monsieur, j'ai plus son nom là, qui a écrit, dont je me suis inspiré beaucoup, qui a écrit tout un topo sur l'inefficience de la charte de l'environnement en matière pénale. Disant qu'il n'y avait rien pour un, disons, législateur pénaliste, et pas matière à légiférer. Je vais même en rajouter une couche. Alors, toute personne, oui, il s'agit bien de tout individu. C'est pas bon, sinon, on dirait toute entité industrielle. Non, c'est toute personne. Bon. Accroître le contrôle sur l'individu. Oui, surtout, faire cracher au bassinet. Parce que ce contrôle, ça débouche sur quoi? Ça débouche parce que ce qu'a dit Luc, les obligations, contrôle thermique, machin, bon. Et bon, ça crée des obligations financières, hein, ça fait tourner la machine. Voilà. Bon. Donc, ce contrôle de l'individu, c'est avant tout l'individu considéré comme un consommateur, hein, qui doit être ponctionné financièrement le plus possible. Premier point. Deuxième point, donc, toute personne, hein, c'est l'individu aussi. Je vais revenir encore une fois, dernière fois, sur les conditions définies par la loi. Donc, on ne dit rien, on dit vous devez réparer, vous devez payer, hein, on revient toujours. C'est surtout une affaire d'argent, tout ça. Hein. Vous devez payer dans les conditions définies par la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que tout à l'heure, j'ai été peut-être un petit peu rapide. La loi dit vous devez respecter le règlement. Tous ces articles, vous verrez dans le document que je vous ferai parvenir, tous ces articles, L, machin, bon, si c'est L, c'est que ça a été voté. Mais ils ne disent rien, ils disent vous devez respecter le règlement. Hein. Voilà. Bon. Donc la loi dit rien, elle énonce simplement l'obligation pour le citoyen d'obéir au règlement. Alors ça c'est une technique qu'on va retrouver très souvent, ce qui permet d'ailleurs à la loi d'être inexistante finalement. Et nous sommes aujourd'hui dans un système coercitif, donc, qui est des règles coercitives très bien, mais ces règles coercitives sont écrites et produites par une minorité d'individus, même pas élus, bon, par une aristocratie, expertocratie, qui produisent le règlement, et la loi, elle, ne fait que dire, vous devez respecter le règlement. Et c'est ça l'astuce. De limiter la portée, comme je le suggérais, de limiter la portée de ce genre de règlement à toutes les strates, enfin entreprises, industries, etc., mais de mettre un seuil à l'incrimination ou au respect de l'environnement envers l'individu, enfin que l'individu ne soit pas partie de ces règlements. Est-ce qu'on peut, voilà, au niveau constitutionnel, ça peut être enfin légal, ça peut être difficile à l'envisager, mais quelle est ta réponse, Christian? Ouais, oui, on peut. Alors, je pense que c'est jamais souhaitable. Ouais. L'environnement, il est détruit essentiellement par les entités industrielles et pas par vulgum pecus. Bon. Et que ça n'apparaisse pas dans la charte de l'environnement, effectivement, c'est une concession. Ça montre bien que cette charte n'est qu'un alibi pour le monde industriel vis-à-vis d'un certain discours politique. Et
que c'est une distinction essentielle qu'on doit faire entre les dégâts que peut faire un individu, voilà, qui jette son papier gras, hein, et puis une usine qui a ses vaisseaux. Bon, c'est voilà. Bon, ça justifie une juridiction spéciale qui n'est pas la même pour l'industrie Céveso que pour le Belgium PQ qui jette son bâton d'esquimau.